Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Allo Fiston, et aujourd'hui je suis comme d'habitude avec Emeline. Salut Louis. Alors Emeline, aujourd'hui est-ce que tu sais de quoi nous allons parler ? Alors oui, puisque tu me l'as appris tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler d'acquisition client. Comment en fait attirer des gens sur mon site internet, mon application, etc. Voilà, en fait il y a 4 grandes sources de trafic sur internet. Alors en fait, on pourrait commencer à négocier, il y en a plus, il y en a moins, etc. Mais nous, on a pris 4 sources de trafic principales, et puis on va les décortiquer aujourd'hui, parce qu'en fait, comme vous savez, notre spécialité, c'est l'acquisition client, mais l'acquisition client, si on réfléchit, en fait, il y a 2 choses. La première chose, c'est attirer du trafic, attirer des gens sur mon site, ma boutique, etc. Et puis après, c'est convertir ces gens. Et voilà. Qu'est-ce que tu entends par convertir pour les gens qui ne sont pas familiers ? Eh ben, c'est par exemple, si je vends des produits, ça va être transformer les gens qui arrivent sur mon site en clients. Si je veux choper des rendez-vous, ça va être obtenir des rendez-vous, etc. Bref, c'est faire un appel à l'action, faire réaliser un événement aux gens qui viennent. Et c'est hyper important d'acquérir cette notion de convertir le trafic, parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui veulent driver, donc c'est-à-dire amener beaucoup de trafic sur leur site, mais c'est du trafic pas qualifié. Donc en fait, ces personnes vont venir sur votre site, rester peut-être 2-3 secondes et partir et ne jamais revenir. Exactement. Donc aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à ces 4 sources pour attirer du trafic. Et Emeline, je te propose de commencer tout de suite avec la première. Alors la première, qui est la plus connue et par laquelle tout le monde commence débute, parce que c'est aussi une qui est gratuite, c'est le SEO. C'est comme on dit, Search Engine Optimization. Oui, c'est l'optimisation des résultats pour les moteurs de recherche. Pour Google, par exemple. C'est très très bien. L'idée, c'est que vous allez murmurer à l'oreille de Google et vous allez écrire du contenu qui répond en fait aux recherches des utilisateurs et qui du coup va faire très plaisir à l'algorithme de Google et va faire que quand quelqu'un va taper, je ne sais pas, centre équestre en Alsace, et votre centre équestre va apparaître plus en haut qu'un autre. En fait, il y a un truc qui est très important, c'est que pour cette stratégie de SEO, en fait, le but c'est capter le trafic des recherches via Google ou les moteurs de recherche. On va dire Google pour se simplifier, parce que c'est 90% du trafic, excusez-moi. Les petits tics de langage sont sortis, mais grosso modo 90% du trafic. Et donc pour ça, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous n'êtes pas sur la première page des résultats de recherche, voire même dans les 5 premiers résultats, vous n'existez pas. C'est le winner take it all, avec un très mauvais accent, mais grosso modo, le gagnant prend tout. Il n'y a pas de deuxième place. Alors oui, c'est super bien, parce qu'en fait, vous allez capitaliser sur une source de trafic qui existe déjà. Si vous n'êtes pas là, ces gens vont quand même rechercher des entreprises comme vous, ou rechercher des informations. Des fois, ça peut être simplement un tutoriel, je sais pas, comment ne pas faire mourir mon ficus quand je pars en vacances. Et si vous n'y répondez pas, un concurrent y répondra. Mais la demande est là. En fait, vous ne créez pas la demande, vous y répondez. Voilà. Donc ça, c'est parfait, et c'est très facile à mettre en place, parce que de toute manière, quelqu'un qui sait écrire peut faire du SEO. Oui. Techniquement, c'est pas difficile, mais par contre, ça prend beaucoup de temps. Alors, quand on dit beaucoup de temps, selon les mots-clés et à quel point vous êtes sur un secteur compétitif, ça peut prendre entre 6 mois et 1 an, donc c'est très long. Donc, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, parce qu'il faut produire beaucoup de contenu, du contenu d'actualité, du contenu régulier, du contenu de qualité, du contenu nouveau qui n'a pas été écrit sur Internet. Donc, ça fait beaucoup de prérequis. Mais par contre, effectivement, c'est gratuit, entre guillemets, dans la mesure où vous n'avez pas besoin d'injecter de l'argent en publicité, vous répondez à la demande. Donc, il faut faire la balance. Peut-être le désavantage, c'est que en fait, c'est pas prédictif comme modèle, c'est pas certain. Sachant que aussi Google a des mises à jour de son algorithme un peu sporadique, qui fait que nous, ça nous est arrivé dans l'entreprise où on travaillait, on est passé de la première page de résultats avec un trafic colossal qui se comptait en milliers de visites à la deuxième page, tout simplement un changement d'algorithme, et du coup on avait 10-20 clics par jour, et ça a été très très compliqué à gérer. Alors peut-être que si vous qui nous écoutez, vous êtes vraiment en phase de lancement sur votre projet, vous êtes tout seul, vous êtes un entrepreneur, le SEO, ne commencez pas à travailler ça peut-être en priorité, si vous avez besoin de clients rapidement, de faire connaître rapidement. Le SEO, c'est super, mais c'est quelque chose qu'on fait en tâche de fond pendant longtemps. Exactement. Mais ça peut pas être votre principale priorité pour acquérir du trafic et des clients. Sachant qu'il existe de très très bons experts SEO, donc si vous n'en êtes pas un, attendez peut-être d'avoir les moyens pour avoir un consultant qui lui saura mettre les bonnes bases dès le début. Peut-être transition directement avec le deuxième point, Emeline. Exactement, où il y a une vraie synergie en fait, parce que là où on parle de SEO pour un canal plutôt gratuit, on va parler de SIA pour le pendant payant. C'est quoi SIA, Louis ? Alors ça va être Search Engine Automation et Automation, je sais plus exactement. Alors en fait, Advertising. Alors on va faire un petit disclaimer. Là, on va parler en fait de la publicité payante, en français très basique, mais vous trouverez très souvent des acronymes comme SEA, SEM et plein de variantes comme ça. En fait, grosso modo, vous pouvez vous dire que si l'acronyme n'est pas SEO, alors c'est que c'est du payant. Oui. Grosso modo.
Alors le trafic payant, Emeline, qu'est-ce qu'on en dit? Alors, on adore le trafic payant parce que c'est très prévisible. Vous appuyez sur l'accélérateur, vous lâchez du cash et forcément, il y a des résultats qui commencent à Forcément, arriver. En tout cas, c'est le but. C'est très très dur de ne pas avoir des résultats, même minimes. Et surtout, c'est très optimisable. En fait, il y a des gens dont c'est le métier, donc c'est notre métier par exemple, qui savent où appuyer, à quel endroit, pour que les résultats soient vraiment très très bons. Et vous avez énormément de tutoriels sur Internet, de ressources gratuites, et surtout beaucoup de canaux aussi. Facebook est un exemple, mais vous avez aussi Google, LinkedIn, Snapchat, Instagram. Bref. Oui, voilà, pour ne citer que. Exactement. Par contre, l'inconvénient, Louis. Alors l'inconvénient, c'est que ça coûte de l'argent, effectivement, comme vous vous en doutez. Et puis, à partir du moment où vous le relâchez la pédale de l'accélérateur, tout se stoppe. Il n'y a pas d'inertie comme avec le SEO. Où en fait, une fois que vous êtes bien positionné, vous pouvez rester un peu plus longtemps en top tendance, etc. Sur la publicité payante, vous arrêtez de payer, vous n'existez plus. Donc il faut faire la part des choses entre je mets 1 euro et je vois combien j'arrive à avoir à côté. Si je mets 1 euro et je retiens 1,50 €, alors ma machine elle est enclenchée et je vais pouvoir alimenter, ça fait boule de neige. Mais par contre, si j'arrête pour X ou Y raison, tout stop quoi. Alors c'est peut-être pas la clé d'un business pérenne, mais si aujourd'hui vous lancez votre activité et que vous dites est-ce que ça vaut le coup, est-ce que mon produit répond à une réelle attente ou je ne sais pas, ou j'ai encore besoin de l'améliorer, là vous pouvez mettre, je ne sais pas, 100, 200 € de publicité, on appelle faire une espèce de preuve, et une fois que vous avez votre preuve, que vous dites les gens ils aiment ou ils n'aiment pas pour X ou Y raison, là je change mon produit et je peux commencer à avoir une vraie stratégie de business pérenne. Complètement d'accord, je n'aurais pas dit mieux. Troisième point. Alors le troisième point, c'est le marketing d'influence. Ça, c'est un peu un fourre-tout, entre guillemets, mais l'idée, en fait, c'est les partenariats. Les partenariats avec des blogueurs, avec des influenceurs, des youtubeurs, des twitchers, des streamers, etc. Il faut bien dire, souvent quand on dit influenceur, on pense à l'icône Instagram qui a 16 000 followers et qui a 16 ans et qui mange que du thé. Non, il y a aussi des partenariats avec, par exemple, des régies de presse. Le Monde, ça peut être un partenariat d'influençage. Vous avez des partenaires emailing, vous avez quelque chose qui s'appelle l'affiliation aussi. Tout ça, en fait, est regroupé dans ce qu'on appelle le marketing d'influence. Exactement. En fait, c'est pour faire un peu une famille large. Alors, ce qui est très bien avec le marketing d'influence, c'est que c'est facile à mettre en œuvre. Il n'y a pas de setup technique, comme par exemple dans la publicité. Il n'y a pas de difficultés, de connaissances très précises à avoir, parce que, en fait, vous allez vous servir de l'image de l'influenceur, et c'est lui qui va faire le travail. En gros, vous passez commande pour un message publicitaire auprès de ce tiers, et c'est lui qui va faire toute la mise en place, toute la technique en répondant à vos critères, grosso modo. Et souvent, c'est une technique qui marche très très bien parce qu'en fait, c'est beaucoup plus soft que de la publicité un peu agressive où l'influenceur, en fait, aura déjà gagné la confiance de son audience. Du coup, vous allez, par effet de halo, apparaître comme quelqu'un de confiance et les gens se sentiront moins agressés et ils penseront plus à vous comme quelqu'un qu'ils aiment, leur ont recommandé quelque chose. Et ça, c'est très très fort. Exactement, c'est la preuve sociale dans toute sa splendeur. On se sert de quelqu'un qui est déjà aimé pour véhiculer l'image et l'image et le message de la marque. Alors peut-être qu'il y a un inconvénient quand même, c'est que c'est pas toujours facile de trouver le bon influenceur. Parce qu'il y en a déjà une pléthore. On ne sait pas s'il faut prendre des très gros influenceurs avec des millions, voire des dizaines de millions d'abonnés, des tout petits. Alors, parenthèse, les dernières études semblent montrer que les nano, voire micro-influenceurs ont des bien meilleurs résultats que les grands influenceurs, mais c'est encore un sujet d'étude qui est assez récent, donc c'est peut-être assez compliqué de se positionner de manière ferme aujourd'hui. Mais voilà, en fait, le truc, c'est que c'est pas facile de trouver les bonnes personnes, il faut savoir négocier, trouver le juste prix, et ça, on sait pas toujours comment faire. Et puis, c'est pas évident, parce que là, on vous parlait de preuves sociales, c'est pas évident à mesurer, tout simplement, parce que si ça se trouve, moi, je vais voir une publicité d'un influenceur, je fais beaucoup de vélo. Mettons que je suive un cycliste qui me recommande une boisson du sport, alors je vois ça, peut-être que 2 mois après, en magasin, je vais peut-être voir la boisson. Comment vous traquez ça, en fait? Parce que j'ai acheté grâce à cet influenceur, mais jamais vous ne le saurez. Alors, parfois, ils font en place des codes promo, etc., mais effectivement, il y a quelque chose de très vrai, c'est que c'est pas comme sur Internet où on peut mesurer chaque clic, etc. Là, peut-être, on se rapproche plus d'une campagne d'affichage sur un bus ou une pub télé, par exemple. Encore qu'il y aurait des moyens de mesurer, mais ce n'est pas le sujet. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que des avantages non plus. Oui, alors si vous commencez, peut-être que c'est pas le média ou médium, je sais plus, médium, à mettre en premier, mais c'est à ne pas négliger parce que c'est en fait un mix entre le SEO et le SIA. Vous aurez des résultats, peut-être moins rapides qu'en appuyant sur la pédale de la pub, mais voilà. Tout à fait. Dernier point, c'est YouTube. Alors, pourquoi YouTube ? YouTube, ça se rapproche un petit peu dans la philosophie de la partie SEO, parce que ça correspond à la production de contenu. Et en fait, peut-être on va vous apprendre quelque chose, mais YouTube, c'est le 2e moteur de recherche
mondial, tout simplement, derrière Google. Parce que quand vous êtes sur YouTube, il y a une barre de recherche en haut, et le nombre de requêtes qui sont mises dans cette barre, c'est les deuxièmes en quantité. Et alors, il y a un avantage sur YouTube qui est génial, c'est que ça peut ramener beaucoup de trafic à partir du moment où vous avez percé. Ça donne de la crédibilité parce que les gens vous ont vu, vous êtes mis en scène, vous avez fait du montage de qualité, etc. Donc, on voit que vous êtes sérieux, ça rassure, etc. Mais l'inconvénient, hyper long, très difficile, Emeline. Alors oui, après, YouTube, le truc bien comparé à de la pub, c'est que ton contenu existe et restera sur ta plateforme. Donc, c'est-à-dire que après, c'est du contenu passif, dans le sens où si ça se trouve, tu peux avoir fait une vidéo il y a 2 ans, aujourd'hui elle explose pour X ou Y raison, et tu vas toucher des bénéfices alors que tu ne travaillais plus. Mais c'est très très difficile, vous n'allez pas percer avec votre première, votre deuxième, même votre 10e vidéo. Il va falloir que ça soit en fait, du contenu vraiment régulier sur la durée, et au bout d'un moment, vous allez pouvoir commencer à attraper les résultats. Je crois qu'on a un exemple en plus de quelqu'un que tu connais qui a une chaîne YouTube qui parle de lecture. Peut-être que tu pourrais donner cet exemple qui, je trouve, est très parlant sur la manière dont YouTube fonctionne. Alors oui, alors très très bien. Si vous connaissez pas le channel YouTube, ça s'appelle Let It Be, petit jeu de mots avec les Beatles. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé, donc il s'appelle Rémi, il a commencé à faire des critiques littéraires de revues, donc sur un blog, puis il est passé à YouTube et il a commencé à élargir un peu son champ d'action avec les livres qui viennent de sortir, le dernier prix Goncourt, ce dernier critique, une rencontre avec un auteur. Et en fait, progressivement, il a bâti peut-être une vidéo par semaine, après il est passé à 2 vidéos par semaine, et au bout d'un moment, ça a fini par explosé, et aujourd'hui il a vraiment des gens qui rentrent de tous les côtés de ses vidéos, plutôt des côtés critiques, plutôt des côtés actualité, et ça lui ramène in fine des lecteurs sur le blog. Voilà, exemple concret de persévérance. Et quelque chose qu'on remarque aussi, c'est que très souvent en fait il suffit d'une seule vidéo pour percer. Vous allez peut-être faire 10 vidéos qui ne vont pas fonctionner, la 11e va tout déchirer, et grâce à cette 11e, les 10 vidéos d'avant seront vues, likées, commentées, partagées, abonnées, etc. Aussi parce qu'il faut se faire la main, il faut apprendre à monter, à faire du contenu pertinent, à optimiser aussi pour YouTube. Le mot de la fin, Louis, si on devait donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer. Ne faites pas tout en même temps. Vous allez dire qu'on radote, qu'on se répète, mais la réalité, c'est que si vous commencez et que vous avez besoin d'attirer du trafic sur votre site internet, c'est compliqué de chasser plusieurs lièvres à la fois. Lancer une stratégie SEO avec du payant en même temps, de la création de contenu pour YouTube, etc. Si vos journées font 24 heures comme les miennes, ça va être compliqué. Vous n'allez pas pouvoir tout faire, donc priorisez en fonction de vos objectifs, de vos ressources, de le temps que vous avez devant vous pour faire de l'argent. Bref, ne faites pas tout à la fois. Oui, puis aussi en fonction de vos capacités. Si vous n'êtes pas très très bon à l'écran, ne faites pas forcément de YouTube, même si c'est logique. Si vous avez un physique de radio, comme on dit, comme nous par exemple, comme nous, faites des podcasts. Et voilà. Bon, je crois que c'est tout. Bah oui, physique de radio. Allez, mon petit physique de radio, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Louis. Ciao.